Professeur Daniel Garenberg pour cette excellente présentation sur les plastiques mitrales. Donc, il va susciter beaucoup de questions, mais pour l'instant, nous allons commencer par les questions pour Madame Moti. Vous êtes là? Présent. Bien. Je vais essayer de vous sélectionner. Il y a beaucoup de questions. Ouf, j'ai peur. Oui, bon, courage. Bien. Que faire quand on a une IM avec un double G? Mais je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Alors, c'est vrai que j'ai déjà vu des internes et des chefs de clinique qui prenaient le premier G, ils mesuraient le radius, et puis prenaient le deuxième G, ils mesuraient le deuxième radius, et puis ils les additionnaient, et puis ils utilisaient la formule de la PISA. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ce que je conseille de faire, ça n'a pas été démontré à grande échelle, mais je pense que ça aide, c'est de calculer le volume regurgitant qui est, en utilisant la première PISA, le premier G, si on arrive à bien voir le flux de convergence, mettons il est à 5 mm, prendre le deuxième G, mais faire la même chose. On obtient avec la première formule un volume regurgitant à 30 ml, on va dire. Le deuxième G, il est évalué, mettons, à 25 ml. On prend 30 plus 25 et on dit que c'est une insuffisance mitrale most likely significative. Ça, je l'ai déjà fait. Et effectivement, ça peut marcher, ça peut donner une idée plus précise de la quantification. Ceci dit, je vous dis ça sous réserve puisqu'on n'a pas d'études à grande échelle pour nous dire que ça marche. Mais surtout, ne pas additionner les radius ou les vena contracta, 3 plus 2, etc. Mais vous êtes d'accord, on va faire les allers-retours pour vous laisser vous reposer. Puis, question à Monsieur Daniel. Bon, oui, alors juste pour un peu revenir sur ce que vient de dire Dr Moti, c'est absolument vrai. C'est des problématiques qui se posent de plus en plus fréquemment puisqu'on a les mitraclips maintenant. Et donc, avec le mitraclip, on crée une valve à double orifice. Donc, c'est des problématiques qui sont très importantes. Effectivement, les quantifications semi-quantitatives, elles ne marchent pas. On se base beaucoup sur la colorimétrie, voir jusqu'où vont les jets, etc. C'est quand même la morphologie qui est la plus utilisée maintenant. Bon, la question, c'était sur deux questions. L'intelligence artificielle a-t-il apporté du nouveau dans la réparation mitrale et sur la place de la céliochirurgie dans la réparation mitrale? Alors, l'intelligence artificielle, c'est une excellente question. Alors moi, je reviens de 2 ans de fellow à New York, au Mont-Sinaï, où je travaille avec le docteur Adams, qui est un peu l'héritier d'Alain Carpentier. Il y a très peu de choses. La chirurgie, ça reste, quoi qu'on en dise, un métier manuel. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas très utile. Et encore, vraiment, je regarde un centre où il y a de l'intelligence artificielle, il y en a à toutes les sauces. Mais pour la réparation, il n'y a pas grand-chose. Il y a un exemple que j'ai vu très récemment. Il y a maintenant des logiciels qui permettent de faire de l'analyse semi-automatique de l'échographie. Et donc, à partir de certains modèles, on arrive à prédire la réparation nécessaire en fonction de l'échographie. C'est-à-dire que vous rentrez dans la base les données échographiques. Il faut rentrer la taille de l'oreillette, la taille de l'anneau, tous les angles mitro-aortiques, les angles des feuillets, etc. Et puis maintenant, il y a des modèles qui permettent de dire chez ce malade-là, il vaut mieux faire une résection de tel segment, telle taille de valve, etc. Ça va être les seules choses qui existent en intelligence artificielle. Pour ce qui est de la chirurgie cystoscopique, je crois que en France, et je crois que c'est la même chose aux États-Unis, la réparation cystoscopique concerne 10% des malades, quasiment. Il y a aussi une part qui est réalisée par le robot qui concerne à peu près 8%. Donc, on est sur une frange marginale de ce qui se fait. Chez les experts, les chirurgiens qui font de la réparation, toutes les réparations sont possibles. Que ce soit de la maladie de la dégénérescence fibroelastique simple jusqu'à la maladie de Barlow. Voilà, et peu importe les indications. Je pense que de ce qui est prouvé, la chirurgie mi-invasive celluloscopique permet de faire toutes les chirurgies avec un taux de transfusion qui est inférieur. C'est à peu près le seul avantage. Éventuellement une reprise de l'activité professionnelle plus rapide, mais c'est le seul avantage que ça procure en termes de résultats, en termes de taux de réparation et en termes de mortalité à long terme. On n'a pas montré de différence entre chirurgie standard par sternotomie
et chirurgie mini-invasive et robots d'ailleurs. Alors, je voudrais juste rajouter à ce que le docteur Daniel a dit concernant cette chirurgie robotique, puisque moi, j'étais pas familière avec ça. Et puis, quand je suis venue à Riyad, j'ai vu elle était bien développée. Je pense que la petite touche qu'il a rajoutée par rapport aux éléments qu'il a dit, c'est la touche entre guillemets esthétique, parce qu'ici, il y a beaucoup de jeunes femmes qui se font opérer à 25-30 ans. Donc, la touche esthétique un petit peu en mini-invasif, avec, c'est vrai, des sorties plus rapides de l'hôpital, des complications enfin, c'est une chirurgie qui est quand même pas ambulatoire, mais quasiment très rapide. Je pense que c'est un plus et ça se développe à une vitesse très importante. Après, je crois, 1 ou 2 chirurgies par semaine. Donc, parce que je pense que la population est beaucoup plus jeune ici pour les chirurgies mini-invasives et tout ce qui est mitral. Une question qui revient par plusieurs qui ont posé la question, puisque de toute façon, que ce soit dans l'insuffisance mitrale primaire ou secondaire, c'est les mêmes quantifications, les mêmes conséquences, les mêmes indications, et donc, en dehors de lésions anatomiques pour l'intervention chirurgicale, est-ce que ça a un intérêt de différencier l'insuffisance mitrale primaire ou secondaire? Deuxième question qui est liée là aussi, il faut retenir la question. Est-ce que dans l'insuffisance mitrale, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le degré de la dilatation du VG ou l'importance de la fuite? Alors, je ne sais pas si Daniel veut rajouter quelque chose. Moi, je voudrais commencer par dire que c'est très important de différencier les deux, bien sûr, parce que le pronostic des malades dépend d'un côté d'une valve qui est malade et qui est en train d'altérer le ventricule gauche au fur et à mesure du temps. Il y a une pathologie organique qui est là. Donc, il faut pour stopper le phénomène de dilatation et la progression le processus en fait qui se met en place de dilatation et de la fibrillation atriale due à la dilatation de l'oreillette gauche et de l'hypertension pulmonaire, il faut stopper. Dans l'insuffisance mitrale secondaire, la pathologie ventriculaire, elle est déjà là. Alors, bien sûr, le pronostic peut dépendre de l'insuffisance mitrale, comme je vous ai montré. Dès qu'il y a une insuffisance mitrale, même modérée, le pronostic de ces malades avec insuffisance cardiaque, il est plus altéré et plus mauvais que celui qui n'a pas d'insuffisance mitrale. Mais néanmoins, c'est là vraiment le ventricule gauche qui va driver un petit peu ce pronostic. Donc, c'est important, oui, de différencier les deux. Surtout, quand vous parlez de dilatation importante, c'est qu'il y a trop de fibrose. Et c'est vrai que quelqu'un peut poser la question, est-ce que le pronostic va être lié à cette fibrose étendue du ventricule gauche ou à vraiment la fuite qui est là et qui ne fait que en fait une conséquence, même si elle peut elle-même être à son propre rythme, continuer à altérer le ventricule gauche. Alors je ne sais pas si Daniel a son idée là-dessus, mais moi je pense que c'est fondamental de différencier les deux. Ah oui, mais moi je pense que celui qui a posé la question, il a eu une semaine difficile. C'est vendredi soir, on a tous beaucoup travaillé, mais j'ai l'impression que le docteur Mottier et moi-même, la seule chose enfin une des choses qu'on a dites, c'était vraiment que la différence, elle était fondamentale. C'est deux maladies qui n'ont absolument rien à voir, et dans l'essence même de la maladie. La maladie mitrale primaire, c'est une maladie de la valve. Si on répare la valve, on a traité la maladie. La maladie mitrale secondaire, eh bien, par essence, l'insuffisance mitrale est secondaire. Si vous réparez la valve, vous n'avez pas réparé le cœur. Le cœur, la fuite, elle est secondaire à une pathologie cardiaque. Et donc, ça, c'est vraiment la différence. La maladie mitrale primaire, si vous réparez la valve, ou vous remplacez, enfin, vous l'opérez, quoi, vous avez traité la maladie. Ce qui est absolument pas le cas dans l'IM secondaire. Et puis, donc ça c'est quand même, c'est vraiment la chose essentielle. Et c'est pour ça que dans la dernière partie de mon topo, je vous ai dit, l'indication opératoire dans les IM secondaires sur la mitrale, il y en a quasiment plus. Hein. On répare quasiment plus on répare ou remplace, on n'opère plus l'IM secondaire. Les indications, elles sont vraiment extrêmement faibles, puisqu'on sait que ça procure pas de bénéfices en termes de survie. Et pour ce qui est de la quantification maintenant, puisque c'était aussi ça que vous avez posé, eh bien la quantification dans l'IM secondaire et primaire, elle est extrêmement elle est différente. Les chiffres sont différents. Je vous rappelle que les chiffres, les bornes pour parler d'IM sévère, c'est pas les mêmes dans l'IM primaire et secondaire, en tout cas dans la classification européenne. C'est moitié moins sur le volume de régurgitation et sur le ROA. Les Américains, ils ont décidé d'avoir les mêmes chiffres, les mêmes seuils pour la sévérité, mais en Europe, c'est pas les mêmes chiffres. Donc la quantification, elle est différente. Et puis toute la philosophie d'évaluation est différente. C'est vrai que le docteur Mottier vous a parlé
et de la proportionnalité. Ça, c'est quelque chose qui est une notion qui est valable que dans l'IM secondaire et qui est de plus en plus importante et dont on entendra parler beaucoup par la suite. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que Dr Guimbard a dit concernant la moitié. La quantification, c'est la même. C'est les mêmes paramètres qu'on va utiliser, sauf qu'on va dire que le pronostic d'un malade avec insuffisance mitrale secondaire est mauvais dès lors qu'il a un volume régurgitaire de 30. Mais ça ne veut pas dire que l'insuffisance mitrale, si elle est à 30, ben elle est moyenne, mais son pronostic est sévère. Donc, c'est ça, en fait, la différence entre les Européens et les Américains. Et pourquoi les Américains, ils ont changé ça? J'en ai parlé à beaucoup de collègues comme William Zorbi, compatriote qui travaille aux États-Unis. Il m'a dit, Dania, chez nous, c'est comme d'ailleurs à Riyad, c'est des sonographeurs qui font ça. Alors, si on leur dit marquer insuffisance mitrale sévère et ils se trouvent avec un volume régurgitaire à 30, ils comprennent rien. Eux, c'est pas des médecins, c'est pas des cardiologues, c'est des techniciens. Ils sont très disciplinés. On leur dit quantifier et donnez-nous les chiffres. Donc, pour eux, ils veulent faire une unimisation, quelque chose d'unanime par rapport au sonographeur qui va effectuer les mesures, qui va effectuer les calculs. Mais c'est vrai que quand on a une insuffisance mitrale secondaire avec 60, c'est déjà, c'est très, très sévère. Et c'est pour ça que je vous ai donné la nouvelle intégration entre les volumes regurgitants rapportés au volume télédiastolique, plus de 20%. Et cette proportionnalité dont on a parlé souvent. Mais c'est vrai que le pronostic des malades est mauvais dès lors qu'on a 30 millilitres ou 0,20 mm². Rachida, tu as des questions? Ou Aïcha? Oui, Dania, une question très simple et très basique. Qu'est-ce que le cardiologue doit marquer sur son compte rendu concernant une IM? Alors si tu me permets, j'ai préparé une diapo que j'ai cachée parce que je sais que vous alliez m'arrêter. Donc la diapo, elle est bien simple, il y a tout dedans. Qu'est-ce qu'un rapport d'échographie doit vous donner? Je vais vous le montrer tout de suite et ça va vraiment permettre à celui qui a fait l'échographie. Alors, main parameter, voilà, donc share screen et comme ça au moins vous avez la réponse qui est déjà, toc, voilà, hop. Voilà tout ce que vous devez montrer quand on est en absent. On regarde, attendez, je change ça. Hop. Vous le voyez là? Alors, main parameter that have to be shown in a report. Et ça, j'avais préparé, mais je ne savais pas que tu allais me poser la question. Les dimensions ventriculaires, non seulement en dimension M-mode, mais en volume indexé à la surface corporelle. Vous savez très bien que dans l'insuffisance mitrale, des fois, on a des volumes, des dimensions au niveau de la base du ventricule qui sont normaux, 50 millilitres, 52, mais quand vous faites des volumes, et ça a été démontré à l'IRM par beaucoup d'équipes, il y a en fait une dilatation qui est un peu plus au niveau de l'apex. Donc, vraiment prendre les volumes et les indexer à la surface corporelle. Là, par exemple, je vous dis à Riyad, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont tout petites, je regarde leur taille de pied, elle fait 37. Je ne sais pas pourquoi, ils ont tous 36, 37, je me dis, je vais faire une étude comparer les pieds, la taille des pieds au ventricule. Et en fait, on a l'impression que les volumes donnés pour ces jeunes femmes sont normaux. Mais quand on les indexe à la surface corporelle, on voit en fait qu'ils sont à 38 mm par mètre cube, ils sont à plus de 80 millilitres par mètre carré. Donc vraiment indexés à la surface, notamment dans les petites surfaces corporelles. Il faut donner la fraction d'éjection en volume, mais pas en M-mode. Il faut faire le GLS, parce que le GLS, ça va nous donner une valeur pronostique dans les insuffisances mitrales. Rappelez-vous que le GLS normal est moins 20%. Sauf que dans une insuffisance mitrale compensée, il faut que ce soit supranormal, il faut que ce soit à moins 23. Et si on fait une épreuve d'effort ou une écho d'effort et on tombe à moins 19, moins 17, ça veut dire que ce patient, malgré une fraction d'éjection à 60%, eh bien, il a une réserve contractile qui commence à baisser. Donc, attention, ce n'est pas dans la recommandation, mais je vous le dis. La morphologie de la valve mitrale, le degré de calcification, le mécanisme de l'IM, ça on en a parlé, IM secondaire, primaire. La quantification, est-ce qu'il y a un seul G, est-ce qu'il y a un G excentrique comme ça, celui qui vous lit, il sait pourquoi vous n'avez pas donné une vena contracta, il sait si vous avez été capable de faire une bonne quantification. Si vous ne lui dites pas qu'il y a un G excentré, si vous ne lui dites pas qu'il y a des multiples G, il ne saura pas. La vena contracta quand c'est possible, le volume regurgitant par la pizza ou par la méthode volumétrique, l'héro bien sûr, la surface de l'orifice régurgitant, le timing de la régurgitation holo ou télésystolique ou proto-systolique, la vélocité de l'onde de E supérieure à 1,5, le degré de dilatation de l'oreille gauche en volume, pas en diamètre antéro-postérieur. Rappelez-vous, le pronostic, c'est en 2B indication pour opérer ces gens. 60 000, présence des pressions pulmonaires, le degré de sévérité de l'hypertension, le ventricule droit, bien sûr. Donc ça, c'est le minimum syndical à mettre dans un compte rendu. C'est un peu long, mais c'est ça. Et la tricuspide, Pardon, excusez-moi. Donc, le ventricule droit, l'évaluation de la tricuspide et la dilatation de l'anneau tricuspidien pour poser une indication. Excusez-moi.
La tricuspide, très important, c'est quand j'ai parlé en fait des pressions pulmonaires, vous avez raison. Donc je le rajoute tout de suite, la dilatation de l'anneau tricuspidien, insuffisance tricuspidienne modérée ou moyenne, parce que ça va changer l'indication opératoire. Pardonnez-moi. Merci Damia. Vous voyez, on a toujours amélioré les diapos. Voilà. Merci beaucoup. Merci Daniel. Merci beaucoup Je crois qu'on est un petit peu en retard. Je vais passer la parole tout de suite au professeur Aoued pour la question et pour conclure. Merci beaucoup Madame Moti, merci beaucoup Monsieur Greenberg et donc à la prochaine. Alors donc là je prends le mot de la fin, donc juste pour dire qu'on aurait voulu encore rester pour poser de nombreuses questions. L'insuffisance mitrale, c'est toujours une thématique qui est intéressante et intéresse énormément de cardiologues, de chirurgiens. Et donc, mais bon, on a une petite heure et on doit s'arrêter. Et donc, vous avez bien vu sur les deux différents topos l'importance du distinguo entre l'insuffisance mitrale primaire et l'insuffisance mitrale secondaire. Comme on l'a dit dès le départ, bien qu'elle porte le même nom, insuffisance mitrale, il est très important de distinguer les deux en termes de définition, en termes d'étiologie, d'indication thérapeutique, de pronostic, etc. Et donc, sans plus tarder, je donne la question à mon ami le docteur Hassan Mir pour introduire la session suivante. Et merci à l'AMCAR et bravo pour cette session. Bon, avant d'introduire